Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo sur 10 raisons de ne pas vivre à Miami et plus globalement de ne pas vivre en Floride. Parce que comme tout endroit dans le monde entier, il y a les points positifs et il y a aussi les points négatifs. Et aujourd'hui en fait je vais tout simplement vous parler de ces points négatifs que j'ai remarqués et qu'on vit au quotidien ici et qui sont spécifiques à Miami et à la Floride, puisque faut savoir quand même que les États-Unis c'est très grand et donc selon les États évidemment on n'est pas confronté à la même chose, que ce soit en termes de climat, en termes de vie quotidienne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en bas si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo aussi plus tard sur les raisons d'y vivre, du coup cette fois-ci. Pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour tout simplement ne pas rater les prochaines vidéos à venir, puisque comme d'habitude je poste tous les mercredis un vlog et tous les samedis une vidéo de ce type où on se retrouve pour parler un petit peu des États-Unis, que ce soit pour le côté administratif, visa, carte verte, finance, carrière ici, enfin voilà toutes ces choses. Première raison de ne pas vivre à Miami et en Floride, et qui là pour le coup va s'adapter et va s'appliquer en fait à un petit peu tous les États-Unis en entier, c'est que tout simplement, si tu imagines que vivre à Miami, ça se résume à Miami Beach, la plage, les petits restaurants, les bars sympathiques, tout ça en fait, eh ben non. Donc certes, quelques expatriés français vivent à Miami Beach, évidemment, mais on est quand même une majorité à vivre assez loin de Miami Beach, puisque Miami c'est très très grand. Je crois qu'il faut 1 heure en voiture pour traverser Miami du nord au sud. Et par exemple moi, je ne vis pas si loin que ça de la plage par rapport à d'autres personnes, mais je suis quand même à 40 minutes de route en voiture de Miami Beach. Voilà, il faut s'attendre en tout cas à de grandes distances. C'est pas parce que tu vis à Miami que tu as le côté discothèque, bar, plage et que tu es forcément ici. Majoritairement, dans la plupart des cas, tu vas travailler ailleurs que Miami Beach et tu vas chercher quand même à te rapprocher en termes de logement de ton travail. Et deuxième chose qui est du coup un petit peu liée à ça aussi, c'est qu'il faut pas imaginer que ça va être purement détente que de vivre à Miami, parce que ça reste les États-Unis, donc ça reste un pays où on travaille beaucoup. Sur papier, on travaille 40 heures par semaine, mais il faut savoir que si il y a des semaines un peu plus chargées, peu importe dans quel domaine vous travaillez, ça peut facilement arriver de dépasser ces 40 heures. Ça m'est déjà arrivé personnellement de travailler 16 jours à la suite, 100 jours de repos entre deux, parce que c'était une période assez compliquée. Mais les États-Unis c'est ça, c'est travailler beaucoup, parfois beaucoup d'heures, il faut quand même s'y préparer mentalement, et aussi ça veut dire 2 semaines de vacances par an, c'est-à-dire 14 jours de congés payés, pas un de plus. Voilà, il faut s'y attendre. Majoritairement, tu vas venir à Miami pour y vivre, ça va être pour travailler plus que pour profiter de la plage. On en profite au maximum autant qu'on peut, mais c'est pas toujours possible, c'est ça que je voulais. Puisqu'aux États-Unis, après tout, il faudra travailler à 50 semaines sur 52. Du coup, je vais vous présenter les points 3 et 4 en même temps, qui sont les pluies tropicales et le risque d'ouragan. C'est parti, je vous raconte ces 2 points-là en même temps puisqu'ils sont plus ou moins liés. Quand le monde entier profite d'un temps d'été magnifique, l'été tant attendu par tout le monde, ce n'est pas le cas de nous, personnes qui vivent à Miami, où l'été, le temps devient exécrable, donc on a généralement du beau temps la majorité de la journée, mais sans prévenir, d'un seul coup, tu peux avoir littéralement des douches tropicales, c'est-à-dire que tu es à la plage ou tu es au travail et tu sors, tu as oublié ton parapluie parce qu'il faisait très beau soleil ce matin, et d'un seul coup c'est la douche. Mais quand je dis la douche, c'est tout ce que tu as sur toi, tes vêtements, ça va vraiment être comme si tu entrais sous ta douche avec le G puissance maximum. On était dans l'eau depuis facilement 1 heure ou 2, on était en train de jouer au volley, puis une sacrée douche en fait. À quoi s'ajoutent les gros orages qui sont assez impressionnants et peuvent durer longtemps, et évidemment le risque d'ouragan, donc à partir du mois de juin et généralement jusqu'à fin septembre, on va dire à peu près de juin à septembre, la période des ouragans, qui veut dire que régulièrement il va falloir quand même aller sur le site qui est en lien en fait avec NHC, National Hurricane Center, qui va montrer sur une carte, je vais vous montrer ça d'ailleurs en même temps, vous allez voir la carte en fait de l'océan
l'océan, tout ça, et les tempêtes en formation qui ont plus ou moins de risques de se transformer en ouragan. Et quand un ouragan vous arrive dessus, évidemment tout le monde en parle à la télé, à la radio, et ça devient le sujet du moment puisqu'évidemment tout le monde se prépare à ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez tous connu la période de confinement qu'on a vécu ces derniers mois. C'est pareil en fait pour un ouragan, les gens vont aller faire leur stock dans les magasins, donc on se retrouve à ne plus trouver par exemple d'eau, de pâtes, de boîtes de conserve, puisque tout le monde fait le stock de plein de produits essentiels. Puisqu'il faut savoir qu'avec l'ouragan, ce qui est gênant, c'est évidemment l'ouragan lui-même, puisque ça peut apporter des inondations et évidemment il y a des vents très violents, donc c'est dangereux. Mais quand même, les bâtiments en Floride sont résistants. Voilà, on a vécu nous-mêmes l'ouragan Irma il y a quelques années, là, il y a 2 ans je crois, c'est ça? Mais du coup, voilà, les vents sont très violents, mais les bâtiments sont très résistants en Floride, donc ce qui va se passer surtout, c'est que le lendemain, parce qu'il faut savoir que l'ouragan dure généralement, voilà, sur une journée et pas plus. Le lendemain, tu vas avoir beaucoup de problèmes au niveau de la végétation qui va, des arbres tomber de partout, ce genre de choses, mais surtout, ça va être l'électricité qui va être coupée. Pour Irma par exemple, ça a été coupé pendant une semaine, et il faut savoir que en Floride, vivre sans la clim, c'est très compliqué. Donc l'électricité coupée pendant une semaine veut bien évidemment dire plus de climatisation, sauf qu'il faisait à ce moment très chaud, à 35 degrés environ, et on a dû vivre avec cette température à l'intérieur, sans compter l'humidité. Donc c'était quand même assez difficile. Le gros problème pour nous, en tout cas aux États-Unis avec les ouragans, c'est vraiment aussi l'après, la perte de l'électricité, les routes qu'il faut déblayer avec tous les problèmes d'arbres tombés, végétation, tout ça. Le risque d'ouragan qui est quand même assez embêtant, et l'été donc qui incombe de grosses pluies fréquentes, ou parfois même quand tu conduis tu ne vois absolument plus rien. Rappelez-vous le vlog que j'ai fait conduire en Floride, qui justement s'est retrouvé à se faire sous la pluie, chose très fréquente arrivée dans ces mois. En ce moment, voilà, on est au mois de juin. Et donc 5e point, encore un truc propre à la Floride, le taux d'humidité qui est globalement assez fort toute l'année, mais l'été n'en parlons pas. Donc en fait, pour donner une idée, l'été, en tout cas surtout quand on est arrivé au départ, c'est l'impression que ça nous donnait. Tu vois les vêtements qui sortent de la machine à laver, c'est-à-dire essorés mais quand même super humides. Quand tu vas dehors, en fait, quand tu passes de la climatisation chez toi à dehors, tu as cette impression de vêtements sortis de la machine à laver, humides sur toi. C'est assez désagréable, l'humidité. En fait, on s'y habitue quand même un petit peu, mais ça reste désagréable, et je mettrai ça donc dans les points négatifs de la Floride. L'humidité, l'été, a un taux énorme. C'est d'ailleurs pour ça que ouvrir la fenêtre aussi chez toi ne permettra pas du tout d'aérer ton intérieur. Au contraire, ça va faire entrer humidité, moustiques et chaleur à fond. Donc l'été, c'est fenêtre fermée, on utilise la clim au maximum, et oui, l'humidité donc qui se lie aussi aux moustiques qui sont présents en nombre maximum durant l'été. Et là d'ailleurs c'est le mois de juin, c'est parti, hein, il suffit d'ouvrir la portière de la voiture le soir, tout de suite les moustiques sont là et voient la petite lumière s'allumer. Il leur faut pas plus de 10 secondes pour être dans la voiture à attendre là sur le tableau de bord, du genre ah, c'est sombre ici, tu ne me vois pas. Où qu'on aille l'été, je me retrouve forcément avec quelques piqûres de moustiques, que ce soit à la plage, même pendant la journée, pas forcément le soir, ou aller sur le balcon 2 secondes pour boire mon thé, tout ce que vous voulez, je vais me retrouver forcément avec pas mal de piqûres. Voilà, l'été c'est la mode point rouge sur toutes les jambes et sur les bras, et ça gratte, et c'est désagréable, et les moustiques ici, ils font quand même assez peur, parce que parfois ils sont quand même gros, et je sais pas, j'ai un problème avec les moustiques. Ce sont les vampires des insectes. Je les préfère quand même aux araignées, toujours. Mais bon, quand même. Point numéro 6. Pour rester dans la faune locale. Si tu as peur de tout ce qui est petits reptiles, lézards, iguanes, ou un peu plus gros reptiles, très gros iguanes, parfois vert fluo, au moins tu le repères de loin et t'as le temps de courir si t'aimes pas trop ça, ou encore plus gros reptiles alligators, ou encore plus gros reptiles alligators de plus de 5 mètres qui aiment manger les chiens promenés en laisse par mamie, voire parfois qui aiment manger mamie avec. Alors là c'est un peu plus risqué, et d'ailleurs les très gros alligators sont généralement chassés, et vous pouvez aussi d'ailleurs manger de l'alligator si vous n'êtes pas végétarien en Floride, il y a des endroits pour le faire. Par exemple quand la foire vient, la fête foraine
donc il y a généralement la possibilité de manger des alligators cuisinés comme des tenders, si vous voyez, voilà, des genres de nuggets de l'alligator mais avec de la panure autour. Être en Floride, c'est quand même cohabiter avec toutes ces petites choses. Alors bien sûr, on voit plus souvent les petits lézards, eux on les voit vraiment au quotidien, autant au quotidien que ce que vous pouvez voir par exemple les mouettes quand vous vivez en France dans une ville portuaire. Et les iguanes, il y en a quand même énormément aussi, ça nous arrive très fréquemment d'en voir. Il y a pas si longtemps encore, j'étais à la piscine, donc la piscine de chez moi, c'est quand même en pleine ville, bétonnée avec avec mon immeuble autour, et il y avait un iguane énorme, tout vert fluo, posé là, tranquille. Voilà, on sait pas trop d'où ils viennent parfois, mais voilà. Et les alligators, clairement, ils posent pas trop de problèmes. Il y en a quelques-uns, comme quand je vous dis, ce sont des alligators qui sont d'une envergure assez impressionnante, qui j'ai l'impression, auraient tendance à s'attaquer à plus gros qu'eux et ont d'un seul coup moins peur des humains, ce genre de choses. Mais en soi, les alligators sont quand même mignons. C'est vraiment, si vous n'aimez pas les reptiles en général, la Floride n'est clairement pas faite pour vous. 7e raison, c'est que tu vas devoir taper très fort sur le bouton j'aime de cette vidéo parce qu'il paraît que l'algorithme YouTube adore ça. Et moi aussi en fait. 8e raison, la peste. Alors qu'est-ce que j'appelle la peste? Les cafards et les fourmis qui adorent vivre dans les appartements et les maisons des gens. Alors là, c'est bien pire si vous vivez dans une maison ou un appartement qui est assez ancien. Ce que je veux dire par là, c'est que plus il y a de craquelage et de vieilles tuyauteries, etc., plus j'ai l'impression que les cafards et les fourmis ont tendance à entrer, surtout les cafards. Donc voilà, en Floride, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que globalement, tous les gens qui sont propriétaires d'une maison ou même locataires, on va avoir généralement pest control, plus particulièrement Orkin, généralement, qui va venir soit en prévention, soit généralement justement pas en prévention du tout, mais vraiment pour se débarrasser de ces choses qui sont très tenaces et qui sont horribles, franchement horribles. La blatte américaine, qui est donc un cafard, mais le cafard des États-Unis en gros, qu'on peut retrouver aussi dans d'autres pays, mais voilà, c'est un truc immonde. Voilà, si vous n'aimez pas les insectes, vous allez détester de voir ce genre de choses. On a la chance de ne jamais en avoir trouvé chez nous, mais on en a déjà bien sûr vu, que ce soit ailleurs ou même dehors, dans la rue, tout ce que vous voulez. Et oui, donc les cafards aiment beaucoup passer par les fissures ou tout ce que vous voulez dans les plus anciens bâtiments. On a la chance de vivre dans un appartement assez neuf, donc je crois que ça joue quand même pas mal sur le fait. Mais même dans les bâtiments neufs, ça nous est déjà arrivé de voir des fourmis apparaître. Donc oui, on avait fait venir Pest Control, qui de toute façon vient régulièrement, qui passe dans tous les appartements pour mettre le petit produit là, qu'on a du coup pas remis depuis plusieurs années là, puisqu'on n'a pas eu de soucis, mais quand on est arrivé, au tout début, il y avait donc quelques problèmes de fourmis ici, et moi qui déteste les insectes, c'était ma, voilà, littérale phobie, mais rien que le fait de faire venir Pest Control une fois, ça a l'air d'avoir fonctionné pour les fourmis. Enfin bref, mais voilà, les cafards aiment surtout les anciennes maisons, mais s'ils n'ont pas cette chance d'avoir une fissure pour entrer, ils sont tout à fait capables de prendre leurs petites ailes et de s'envoler par la fenêtre pour entrer chez vous. Ou si la fenêtre est fermée, bah c'est pas grave, hein, ils prennent ce qui est possible, ils vont remonter par les tuyauteries sans problème, voilà. Magnifique. La peste ici est un problème. J'avais jamais vu de cafard comme ça de ma vie avant. Enfin si, à Malte en fait, le même genre. Mais c'est juste horrible, c'est très gros. Jamais je pourrais écraser une telle chose. C'est énorme et quand tu l'écrases, ça craque. J'ai déjà vu ça en action ailleurs. Et non merci. Déjà que j'ai peur du petit moustique ou de ce genre de choses, moi les insectes c'est vraiment pas mon truc, donc ça c'est vraiment un côté très négatif en Floride et à Miami. 9e chose, si tu n'as aucune intention de parler espagnol ou de te familiariser avec l'espagnol. Hola, hablas espagnol, mi amigo? Sí. Si la culture hispanique ne t'intéresse pas et que tu veux vivre à 100% une aventure complètement américaine. What's up, bro? How you doing today? Je ne te conseille pas du tout Miami, alors là ça concerne Miami, pas forcément le reste de la Floride, mais Miami est habité par 90% d'hispaniques, peut-être 80, mais disons que dans la plupart des quartiers, que tu entres dans un supermarché, un restaurant, une banque, tout ce que tu veux, on va s'adresser à toi en espagnol d'abord, puisque tout le monde parle espagnol ici, même ceux qui ne sont pas hispaniques se sont bien sûr habitués à la langue, l'ont apprise et donc sont capables de parler espagnol, donc on va s'adresser à toi d'abord dans cette langue. Évidemment, si tu expliques que tu ne comprends pas, on va passer à l'anglais, mais voilà. Donc si c'est pas ce que tu recherches, c'est-à-dire de baigner un petit peu aussi dans une culture hispanique, ce qui peut donc être un gros avantage, mais aussi un inconvénient si ton but c'est seulement de baigner dans l'anglais à 100% et d'être entouré de la culture à 100% américaine. Je ne recommanderais pas du tout la ville de Miami dans ce cas-là. Et je pourrais ajouter 10e raison, c'est très cher. Si tu compares à New York, San Francisco ou Los Angeles, franchement on s'en sort pas trop mal à Miami, mais il faut savoir aussi qu'à Miami, le salaire minimum est bien plus bas que dans toutes ces villes que je vous ai précédemment citées. Je sais pas, c'est un fait universel, j'ai l'impression, les villes où il fait les climats plus chauds, où le domaine principal est le domaine
domaine touristique, j'ai l'impression que les salaires sont toujours un peu plus bas, de toute façon. Donc Miami, c'est pas là où tu auras les plus gros salaires proposés, selon évidemment le domaine dans lequel tu vas travailler, mais c'est vrai que Miami reste majoritairement une ville très très touristique quand même. Et Miami reste très cher d'un point de vue immobilier, si vous voulez acquérir une maison ici ou ce genre de choses, l'immobilier est cher et vous pourriez avoir beaucoup mieux dans une autre ville de Floride par exemple. Mais comme je vous dis, c'est à nuancer puisque ça reste beaucoup moins cher que New York, San Francisco, Los Angeles, etc. Miami, ça reste encore faisable, on va dire, d'accéder à une propriété, d'accéder à une maison, quand à New York, il faudrait débourser des millions pour ça. Et pareil à Los Angeles, mais ça reste cher et quand même plus difficilement accessible que si vous êtes dans une autre ville de Floride ou en plein milieu de la Caroline du Nord, je ne sais où. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la liker. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche si vous voulez, bien sûr, suivre mes prochaines vidéos sur le sujet de l'expatriation aux États-Unis. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous. Très intéressant. Mais c'est vraiment si tu as peur. Mais c'est vrai. Oh my god. Huitième raison. Let's go. Let's go. Let's go.